Bonsoir à toutes et à tous. À la fin du mois de décembre de l'année dernière, on a assisté à une floraison de réflexions, de publications, d'articles allant toutes en fait dans le même sens. La première d'entre elles a été publiée le 17 décembre 2021 par une note de la grande banque française Natixis dans le cadre de la préparation de la présidentielle. C'était un long article de Patrick Artus, qui est l'un des très grands économistes français, et qui montrait, avec des courbes à l'appui, qu'il y avait eu un décrochage de la France dans de nombreux domaines au début des années 2000. Et le titre de la note, c'était « Mais que s'est-il passé au début des années 2000 ?» Et Patrick Artus, donc ce grand économiste, évoquait, pour expliquer la montée des délocalisations, la perte des industries, le décrochage en matière de commerce extérieur, etc., etc. Il expliquait cela par plusieurs phénomènes hypothétiques. Il parlait des 35 heures qui étaient arrivées en 2000. Il parlait de la volonté des entreprises de délocaliser. Il parlait de la faiblesse de la recherche. Il parlait de la faiblesse de la compétitivité française. Il parlait de tout ceci. Mais, il y a un truc dont il ne parlait pas, c'était de l'euro. Parce que l'euro, il est bien arrivé, justement, au tournant des années 2000. Il est arrivé, il a été créé le 1er juillet 1999 pour les échanges interbancaires, et il est arrivé au 1er janvier 2002 sous forme de pièces et de billets, ce qu'on appelle l'euro fiduciaire. On notera d'ailleurs que le même Patrick Artus, dans un tweet que vous voyez à l'écran qui date de 2019, il y a donc 2 ans, disait tout à fait autre chose. Et il disait, mais justement, la désindustrialisation que l'on voit, le décrochage sur cette courbe où l'on voit le décrochage de la France par rapport à l'Allemagne, eh bien, il disait, est-ce que ça serait pas justement du fait de l'euro? Donc il y pensait en 2019 et il n'y pense plus en décembre 2021. Ça doit nous mettre un peu la puce à l'oreille. Et cette puce à l'oreille, ça devient un éléphant à l'oreille. Parce que le Figaro du 28 décembre 2021, il y a quelques jours donc, a fait un article où il explique, vous le voyez le titre à l'écran, où il explique, je le cite, que pas un des candidats les plus hostiles à l'Europe ne remet sur la table le retour au bon vieux franc. Alors ça, c'est quand même un peu fort de café. Pourtant, j'ai fait une conférence. D'abord, j'ai créé un parti politique le 25 mars 2007 dont l'objectif est de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, et que la sortie de l'euro fait partie des statuts qui ont été déposés par moi-même à la préfecture de police de Paris. Donc ça fait rien de moins que 15 ans que je propose la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Mais j'ajoute que je l'ai expliqué en long et en large en 2017, et j'ai présenté mon programme le 19 octobre dernier à la presse, dont d'ailleurs Le Figaro, qui est venu, j'ai remis le programme, et bien entendu dans le programme, c'est marqué dès l'introduction que l'objectif est de sortir de l'Union européenne et de l'euro, parce que sinon tout ce que je propose dans mon programme sera inapplicable. En particulier, les augmentations de salaire que tous les candidats proposent, l'augmentation du SMIC, ne pourront pas avoir lieu si l'on reste dans l'euro. Madame Christine Lagarde, présidente de la BCE, l'a expliqué il y a quelques jours. Alors, nom d'une pipe. Enfin, pourquoi le journal Le Figaro, sous la plume d'un éditorialiste, explique-t-il que pas un seul candidat ne propose la sortie de l'euro? Et ils ajoutent d'ailleurs, si j'ai bien vu, qu'ils disent que Mme Le Pen a changé de point de vue, ce qui n'est pas vrai. Reprenez les documents électoraux de 2017, Mme Le Pen, contrairement à une légende, ne proposait pas la sortie de l'euro. Elle l'a confirmé, elle laissait, disons, planer une certaine ambiguïté, mais ce n'était jamais écrit dans ses programmes. Et elle a confirmé, en effet, quelques mois après la présidentielle, qu'il était désormais hors de question de sortir de l'euro pour le Rassemblement national. Bien. Et quant à le Figaro, il disait même M. Zemmour a dit que... Non, M. Zemmour, d'abord, il ne s'est jamais présenté à une seule élection, sauf depuis, paraît-il, depuis quelques semaines, il a annoncé sa candidature. Mais M. Zemmour n'a jamais dit où que ce soit qu'il voulait sortir de l'euro.
il a eu une pirouette en expliquant que l'euro, c'était pas bien, il était contre, mais que maintenant il était trop tard pour en sortir. C'est même quelque chose d'extraordinaire. C'est comme quelqu'un qui dirait, voilà, quelqu'un qui aurait un cancer des poumons et qui dit c'est vrai que c'est dommage, j'aurais jamais dû continuer à fumer, mais maintenant il est trop tard pour que j'arrête. Non, je suis désolé, on peut très bien guérir si c'est pris à un stade suffisamment tôt, on peut très bien guérir d'un cancer du poumon. Il faut avoir évidemment des traitements qui vont avec, mais la première chose à faire, c'est d'arrêter de fumer des cigarettes. Voilà. Et puis, quelques jours après, le 1er janvier 2022, le journal Le Monde nous resserre une louche de ce même breuvage et sur le thème « Pourquoi la sortie de l'euro n'est plus un slogan politique ?» Ah bon ? Tiens donc. Donc mesurez bien ce qui se passe quand même. Les deux plus grands journaux français considérés comme les plus sérieux, les grands journaux grand public, j'entends, Le Monde et Le Figaro, ont donc tous les deux, alors que je connais des journalistes et dans l'un et dans l'autre, et qui me connaissent, et qui sont déjà venus au siège de l'UPR. Et d'ailleurs, Le Figaro comme Le Monde étaient représentés à ma conférence de presse le 19 octobre dernier. Ils ont donc publié sciemment des articles pour dire qu'aucun candidat à l'élection présidentielle ne proposait la sortie de l'euro, alors que c'est l'un des éléments essentiels de mon programme. En gros, il faut retenir de ces articles une espèce de gloubi-boulga politicien vaguement sociologique sur le thème qu'en fait, 20 ans après, en fait, tout ça, ça serait formidable, les Français s'y seraient faits, il n'y a plus de problème politique, donc maintenant on passe à autre chose. Là, maintenant, l'euro est entré dans les mentalités, c'est très très bien. Sauf que, le même jour, Le Figaro, le 28 décembre, pratiquant la politique du « en même temps » pour capter tous les publics, à la fois annonçait donc que finalement circuler, il n'y a rien à voir sur l'affaire de l'euro, mais sortait un autre article où il disait que 20 ans après, 3 Français sur 4 soutiennent l'euro, ce qui veut dire en creux qu'il y a quand même 1 Français sur 4 qui n'en veulent pas, qui ne le soutiennent pas. Et que 25% des Français, d'après un sondage, que 25% des Français, 20 ans après, ne soutiennent pas l'euro, alors qu'il n'est jamais question de l'euro dans les grands médias. Ça, c'est vrai. Alors que la question de la sortie de l'euro est interdite d'antenne. C'est exact. D'ailleurs, je ne suis jamais invité. Et en particulier en ce moment où l'on fête le 20e anniversaire de l'euro, il ne s'est pas trouvé un seul média en France pour s'adresser aux responsables politiques déjà candidats à l'élection présidentielle de 2017, qui va l'être en 2022, et qui, depuis 15 ans, portent haut et fort la revendication de sortir de l'euro. Tout ceci montre que les 25% de Français qui voudraient sortir de l'euro ou qui ne soutiennent pas l'euro, en fait, n'ont aucune expression médiatique en France. Je voudrais rappeler maintenant ici ce qu'est l'euro, ce qu'est une monnaie. Alors je ne vais pas faire une conférence trop longue ni trop technique. Je renvoie ceux que ça intéresse à tout ce que j'ai pu dire sur l'euro, notamment des conférences sur la tragédie de l'euro, par exemple, qui a eu beaucoup de succès que j'ai fait il y a déjà de nombreuses années. Je voudrais dire ici que une monnaie, ça n'est pas une fantaisie. Ça n'est pas quelque chose, ça n'est pas uniquement un symbole, c'est pas comme le drapeau. Une monnaie nationale, ça a un impact fondamental sur l'économie d'un pays. Les taux d'intérêt, le déficit du budget de l'État, le taux de change sont des facteurs excessivement importants dans la conduite d'une économie et qui sont suivis matin, midi, soir et la nuit par les dirigeants des grandes banques centrales des pays ayant une monnaie. On ne peut pas avoir une économie nationale gérée nationalement si l'on n'a pas une monnaie nationale. Je renvoie à tout ce que j'ai pu écrire là-dessus. Donc, ceux qui disent que l'euro maintenant serait dans les mentalités, serait dans les têtes et donc circuler, il n'y a rien à voir, on passe à un autre sujet, ils n'expliquent pas aux Français les conséquences de ça. La conséquence, ça veut dire que les Français n'ont plus le choix de leur politique monétaire.
Les Français sont donc contraints par une politique monétaire décidée à Francfort, qui est censée convenir à 19 États, puisqu'il n'y a que 19 États dans la zone euro. Il y en a moins que dans l'Union européenne. Un certain nombre de pays de l'Union européenne ont refusé d'entrer dans l'euro, contrairement d'ailleurs à la lettre des traités. Et donc, cette politique monétaire a un impact considérable et sur le niveau des salaires, et sur le niveau de vie, et sur le taux de croissance, et sur le taux de change, et sur la compétitivité externe, et sur les délocalisations, et sur le commerce extérieur, et sur notre balance des paiements, et j'en passe. C'est d'ailleurs l'une des raisons, semble-t-il, pour lesquelles le débat de l'élection présidentielle aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce que c'était dans les années 74. En 1974, au deuxième tour de l'élection présidentielle, entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand, il y a eu un débat à la télévision française où il était question justement des taux d'intérêt et de la politique monétaire. Ce qui prouve d'ailleurs au passage à quel point ceux qui disent que c'est trop compliqué, que ça n'intéresse pas les Français, prennent les Français de 2021 pour des demeurés, alors que leurs parents ou grands-parents en 1974 étaient capables de comprendre. Alors moi, je considère que les Français doivent être capables de comprendre parce qu'il y va de leur démocratie, tout simplement. Je voudrais rappeler ici que l'euro a eu un impact et continue d'avoir un impact extraordinairement nocif et délétère sur l'économie française. En 2019, un rapport allemand a annoncé, alors évidemment il a été aussitôt contesté bien sûr, mais c'est un rapport d'un institut d'économétrie allemand, qui n'avait d'ailleurs pas d'intérêt national à dire ce qu'ils ont dit. Il a annoncé qu'entre 1997 et 2017, je crois quelque chose comme ça, l'euro avait coûté en moyenne 56 000 euros de perte de pouvoir d'achat par Français, étalé donc sur un certain nombre d'années. La perte du niveau de vie est corrélée au fait que nous sommes dans l'euro. Je rappelle également, regardez les documents que je vous montre, que la France est passée en 1998 d'un excédent commercial de plus 13 milliards d'euros à l'équivalent de, c'était encore des francs, mais l'équivalent de 13 milliards d'euros, c'était quelques mois après qu'on a adopté formellement l'euro, et c'est passé à, en 2020, un déficit commercial de moins 64,7 milliards d'euros. Ce qui prouve que l'économie française n'est plus compétitive par rapport à l'extérieur, et ça, c'est une source de l'INSEE. Je rappelle qu'en 2021, sur les mois janvier-octobre, cette situation s'est encore aggravée puisque la France est la dernière en Europe en matière de déficit commercial. Nous avons moins 84,8 milliards d'euros de déficit commercial parce que notre monnaie est trop chère. La source, c'est Eurostat. Je rappelle également que en France, la pauvreté augmente à peu près depuis 2002, au moment où est arrivé l'euro fiduciaire. Il y avait 12,6% de la population en 2003-2004 et on est monté à 15% de la population aujourd'hui qui se classe dans ce qu'on appelle les pauvres, c'est-à-dire moins de 60% du revenu médian. Or, l'année 2002-2003, c'est justement l'impact de l'euro. Pas seulement, il y a d'autres phénomènes, certainement. Certains montent en épingle l'affaire des 35 heures, qui n'a sans doute pas arrangé les choses. Mais bon, il se trouve qu'en France, les 35 heures ne sont pas non plus obligatoires. Il y a beaucoup de dérogations, il y a beaucoup d'heures supplémentaires, de telle sorte que l'on estime actuellement que le salarié français travaille en moyenne quelque chose comme 38 heures, c'est-à-dire à peu près la moyenne de l'Union européenne. Je rappelle d'ailleurs que l'un des ouvriers ou l'un des salariés qui est censé travailler le plus longtemps, avec plus de 40 heures par semaine, c'est le grec. Or, la Grèce se trouve dans un état comateux à cause de l'euro également. Je rappelle que l'euro est à l'origine des délocalisations industrielles, puisque cette monnaie, qui est à peu près à mi-chemin entre ce que serait coté le Deutschmark et ce que serait coté le franc français,
est donc trop bon marché pour l'économie allemande qui engrange des excédents commerciaux géants, et il est trop cher pour l'économie française qui dégage les déficits commerciaux que je viens de préciser. Si là, d'ailleurs, l'euro est trop cher pour l'économie française, il est a fortiori encore beaucoup plus cher et trop cher pour l'économie italienne ou l'économie espagnole ou l'économie grecque. Tout ceci a un impact que M. Artus connaît parfaitement bien d'ailleurs, mais qui n'est mentionné nulle part, ni dans le Figaro, dans l'article que je précisais tout à l'heure, ni dans l'article du Monde. Et que, à part moi, je n'ai vu aucun candidat à l'élection présidentielle, ni en 2017, ni en 2022, évoqué devant le grand public. Alors que c'est le sujet le plus fondamental pour comprendre ce qui va se passer avec l'euro. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent ce dont je vais parler. C'est du système dit Target 2, qui est le système des échanges de monnaie, ce qu'on appelle la balance des paiements, entre les États de la zone euro. Et regardez ce graphique que je vous présente depuis des années. Ce graphique montre que pendant les premières années de l'euro, il y avait à peu près un équilibre entre les États membres de la zone euro, et qu'à partir de 2008, ça correspond à peu près avec la période de la crise des subprimes, à partir de 2008, on assiste à une divergence croissante avec, comme vous le voyez sur ce graphique, la courbe en bleu, c'est la courbe des avoirs qui se sont placés en Allemagne, et puis de l'autre côté, ceux qui plongent, c'est notamment les courbes rouges et vertes, c'est la courbe de l'Espagne et la courbe de l'Italie. Ceci est la conséquence des déficits commerciaux abyssaux de l'Espagne ou de l'Italie, renforcés donc qui provoquent donc un déficit de la balance des paiements courants vis-à-vis des pays en excédent de la zone euro, qui sont toujours ce qu'on appelle les bons élèves, c'est-à-dire l'Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg et la Finlande, qui sont les pays créditeurs dans ce système. Or, cette divergence, qui ressemble à une divergence nucléaire, si j'ose dire, ne peut mener qu'à une explosion générale ou alors à des contraintes de plus en plus importantes. Et c'est là où je voudrais en venir dans cette présentation. C'est que le grand secret des relations franco-allemandes, c'est qu'il se trouve que les Allemands ne sont pas des Français. C'est une découverte spectaculaire. Les Allemands, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un peuple qui est habitué, je parle de façon statistique bien entendu, à avoir une plus grande discipline, peut-être plus d'ardeur au travail, une plus grande frugalité. Ils ont accepté notamment les réformes dites Hartz 1, 2, 3, 4, qui sont des réformes qui ont été adoptées sous le chancelier Schröder et qui font que des jeunes diplômés, par exemple, de l'enseignement supérieur, commencent avec un salaire de femme de ménage, où il y a une pression à la baisse des salaires absolument colossale, que d'ailleurs Mme Merkel a encore renforcée en ouvrant grand les frontières de l'Allemagne à 1 million d'immigrés venus du Moyen-Orient, comme vous le savez, il y a quelques années. Il se trouve aussi qu'en Allemagne, c'est comme ça, c'est un pays où il y a énormément de grosses PME. Ça tient à toute une série d'événements historiques. Par exemple, le fait que l'Allemagne n'a pas eu de colonie, ou très peu. Après, elle a été membre, elle a participé au fameux congrès de Berlin qui s'est partagé l'Afrique. Mais en 1918, les quelques colonies qu'elle s'était taillées, le sud-ouest africain, le Togo, le Tanganyika, ou bien également en Océanie, une partie de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais tout ça lui a été retiré. Donc les Allemands n'ayant pas de colonies n'ont pas pu faire ce que faisaient les Français, les Anglais, les Espagnols, c'est-à-dire d'avoir des marchés captifs où ils pouvaient vendre sans difficulté leur production nationale. Ça fait donc longtemps, plus d'une centaine d'années, peut-être 150 ans, que les entreprises allemandes ont eu le souci de développer considérablement leur compétitivité, notamment à l'extérieur. Il s'y ajoutait par ailleurs un système de fiscalité favorisant la transmission d'une entreprise à l'aîné de la famille ou à un des membres de la famille,
pour éviter les partitions, pour éviter que l'entreprise ne soit vendue et découpée en appartements, pour favoriser la capitalisation de ces PME. De telle sorte qu'aujourd'hui, ce sont des chiffres à vérifier parce ils datent d'il y a déjà quelques années et je ne les ai pas revus d'ici, mais là, les grandes masses y sont. Il y a en gros 800 très grosses PME en France, alors qu'en Allemagne, on est plutôt du style 3500 à 4000. Ce sont ces grosses PME qui font 1 milliard, 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Je ne parle pas, encore une fois, des très grands groupes. Je ne parle pas non plus des petites entreprises, des PME. Je parle vraiment des grosses PME. Eh bien, ces entreprises sont en situation de monopole mondial, parfois, dans toute une série de domaines, de l'optique, de la mécanique. J'ai un exemple à l'esprit. L'entreprise qui fabrique, par exemple, ces véhicules avec des échelles télescopiques pour aller passer au Karcher les immeubles ou les monuments nationaux. Il y a 50 ans, quand on ravalait un immeuble à Paris, il fallait monter des quantités d'échafaudage. Maintenant, il y a un système beaucoup plus rapide. En deux jours, c'est fait, puisque vous avez ces passerelles télescopiques sur ces camions, des camions citernes, et qui viennent permettre de faire un ravalement très rapidement. C'est vrai aussi pour des églises, des châteaux, etc. Je vous parle de tout ça pourquoi ? Parce qu'il y a une seule entreprise au monde qui fait ça. C'est une entreprise allemande. De la même façon, dans la viticulture, pour les vignobles, pour faire du vin, ce sont des machines-outils allemandes et ils sont en monopole mondial. Alors tout ça, pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand vous avez une telle base industrielle, si vous avez en plus une monnaie qui est assez faible, puisque le Deutschmark serait plus cher, puisque les gens qui veulent acheter dans le monde entier, si on veut acheter les machines dont je viens de parler, il faut aller en Allemagne. Si vous avez une monnaie qui est plus faible, puisqu'elle est cotée à mi-chemin entre le Deutschmark et le franc, vous allez vendre beaucoup, vous allez dégager des excédents commerciaux et vous allez renforcer votre tissu industriel. En revanche, si en France on n'a pas ces PME, ces grosses PME, eh bien on est pénalisé par cette monnaie qui est trop chère par rapport à la compétitivité de l'économie française, qui, pour toutes les raisons que je viens d'énumérer, la discipline au travail, un meilleur consensus social probablement, un tissu économique de grosses PME beaucoup plus favorable, etc. En France, malheureusement, nous avons une monnaie qui ne peut pas être durablement la même que celle de l'Allemagne. Et je vais vous montrer ici ce graphique qui, normalement, devrait faire réfléchir. Il s'agit de l'évolution de ce que valait le Deutsche Mark entre 1960 et 1999. Le Deutsche Mark a été créé en 1949, lorsque les Américains sont arrivés en Allemagne en 1944-45. Ils ont imposé une monnaie d'occupation, un gouvernement d'occupation, l'Amgott, et ils ont pris la souveraineté monétaire de l'Allemagne de 1945 jusqu'à 1949. En 1949, ils ont rendu à l'Allemagne sa souveraineté monétaire, donc l'Allemagne fédérale, l'Allemagne de l'Ouest, a donc créé la Bundesbank et a créé le Deutsche Mark, qui remplaçait donc le Reichsmark de funeste mémoire. Et ce Deutsche Mark a été créé en 1949. Il valait 80 francs français. Mais comme vous le savez sans doute, le franc français, en 1960, sous De Gaulle, a changé de cours. De Gaulle, pour redonner du poids à la monnaie française, a créé le nouveau franc qui valait 100 anciens francs. Donc si on veut avoir une statistique cohérente de 1949 à 1999, eh bien il faut savoir qu'en 1949, le Deutschmark valait l'équivalent donc de 0 francs 80, 0,80 nouveaux francs. Il en valait 1,10 nouveaux francs ou francs en 1960. Et en 1999, lorsqu'il a disparu, il valait 3,53. Bien sûr, les gens qui ne connaissent pas les questions monétaires peuvent se tirer les cheveux en disant « mais c'est horrible, c'est affreux, regardez, le mark ne cesse que de gagner en poids par rapport au franc ». Alors c'est là qu'intervient une idée qui n'est pas intuitive, comme on dit, qui n'est pas si facile à comprendre,
c'est que, en fait, ça n'est pas très grave. Ce qui est important, c'est d'avoir une monnaie qui soit bien corrélée pour, j'allais dire, l'ADN, comme on le dit beaucoup ces temps-ci, du corps économique français ou du corps économique allemand. Pendant que le franc se dépréciait par rapport aux marques, eh bien, la France connaissait les 30 Glorieuses. La courbe que vous avez vue du marque qui ne cesse que de prendre du poids permettait de corriger le fait que l'inflation était nettement supérieure en France à ce qu'elle était en Allemagne. Donc, lorsque le franc se dépréciait par rapport aux marques, cela permettait de remettre les cadrans à zéro, si j'ose dire, en matière de compétitivité externe. Voilà la situation. Si le Deutschmark de 1949 à 1999 est passé de 0 francs 80 à 3,53, ça n'est pas pour rien. C'était pour permettre de rééquilibrer les grandes masses économiques, les grandes données économiques et notamment les données concernant les compétitivités externes des monnaies. Et ceci n'a absolument pas signifié que l'Allemagne est devenue beaucoup plus riche que la France, pas du tout, puisque la France, ayant une monnaie adaptée à sa compétitivité, a au contraire connu un rattrapage économique formidable, notamment pendant les 30 Glorieuses et notamment pendant le mandat de Charles de Gaulle et de Georges Pompidou. Alors maintenant, eh bien, le fait que nous soyons dans l'euro fait que cette courbe ne peut plus avoir lieu puisque nous avons la même monnaie que l'Allemagne. Le problème, c'est que tous les facteurs qui ont expliqué cette dépréciation constante pendant un demi-siècle du franc par rapport aux marques, à peu près tous les facteurs sont toujours présents. L'Allemagne a toujours plus de discipline au travail. L'Allemagne a un tissu économique très fort et meilleur que le tissu français. L'Allemagne, les Allemands acceptent des salaires peut-être plus bas. Il y a plus de consensus social en Allemagne. Il y a moins d'inflation sous-jacente. Tous ces phénomènes existent. Mais comme on n'a plus la monnaie, le taux de change externe de la monnaie pour corriger ce phénomène, eh bien, il y a qu'est-ce qu'il faut faire? La conséquence, c'est tout simplement qu'il faut faire baisser le niveau de vie des Français. Il faut diminuer constamment les salaires, ou du moins ne pas les augmenter moins que l'inflation, ou pas plus que l'inflation. Ça pèse donc de tout son poids sur la richesse collective des Français. Il faut donc bien que les Français comprennent que si nous appartenons à l'euro, monnaie qui est structurellement trop chère pour nous, puisqu'elle compose avec un pays qui est structurellement plus compétitif et dont les évolutions de compétitivité sont supérieures aux nôtres, eh bien, la seule solution possible, c'est qu'il va falloir peser toujours plus sur le niveau de vie des Français. C'est d'ailleurs ce que l'on constate. Je vous rappelle ce que je vous ai présenté tout à l'heure avec l'évolution notamment du taux de pauvreté en France. Et puis tous les Français voient bien que depuis que l'euro est arrivé, ils le sentent intuitivement, depuis que l'euro est arrivé, leur niveau de vie ne fait que baisser. Alors évidemment, M. Macron va distribuer une prime de 100 euros par-ci, de 200 euros par-là. Il ne peut pas faire autre chose. Il ne peut pas augmenter les salaires. Il ne peut pas augmenter le SMIC. Parce que justement, nous sommes dans la zone euro. C'est ce que précisément tous les autres candidats à l'élection présidentielle ne vous disent pas. Ils vous promettent d'augmenter le SMIC. Ils n'en auront pas la possibilité, puisque par ailleurs, ils refusent de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Je suis le seul candidat qui explique à mes compatriotes pourquoi l'euro est en fait, ça n'est pas une fantaisie si nous voulons sortir de l'euro. Si je veux sortir de l'euro, c'est que l'euro nous condamne pour toujours à une baisse de notre niveau de vie pour essayer de courir derrière un pays qui n'est pas le nôtre. Si l'on voulait parler en termes
médical. C'est un peu comme si l'on avait injecté dans un corps, le corps de la France, du sang qui n'était pas de notre facteur rhésus. Comme si on avait pris le sang, je ne sais pas, de l'Allemagne et qu'on nous l'avait injecté. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Autre métaphore, c'est comme si vous vouliez mettre un bon élève qui est un élève littéraire dans une classe de bon élève en maths. En postulant que les Allemands seraient des bons élèves en maths et que les Français seront des bons élèves en matière littéraire. Eh bien, si vous mettez tout le monde dans la même classe et que vous leur posez des problèmes de maths, eh bien, ce sont les matheux qui réussiront et les littéraires qui s'effondreront. Voilà. Et ce qui se passe avec la France se passe encore pire avec les autres pays de l'Europe catholique, de l'Europe du Sud, notamment l'Italie, l'Espagne. Et puis on peut y ajouter, c'est pas un pays catholique, c'est un pays orthodoxe, mais on peut y ajouter la Grèce. Alors, j'arrive ici à la conclusion de mon propos. Je voudrais citer ici un essayiste, un historien qui n'est pas toujours bien vu parce qu'il était monarchiste, il écrivait dans les années 1920, mais c'était quand même un très brillant esprit. Je veux parler de Jacques Bainville, qui a écrit notamment Une histoire de France que je vous recommande, mais il a écrit aussi un ouvrage qui est absolument, mais vraiment génial. Il y a un ouvrage qu'il a écrit en 1919-1920 en ayant étudié les traités qui ont été signés à la fin de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire ces traités de Sèvres, de Versailles, etc., qui ont fixé la nouvelle géographie du continent européen, en redonnant à la France l'Alsace-Moselle, en amputant l'Allemagne de ci ou de ça, etc., en créant le corridor de Danzig, en créant la Pologne, etc. Et Jacques Bainville, certains considéraient qu'il était obsédé par l'Allemagne, a bien examiné ces traités et a écrit un livre qui s'appelle Les conséquences politiques de la paix. Et dans cet ouvrage, qu'il faut vraiment lire, si vous vous intéressez à l'histoire, Jacques Bainville était un esprit tellement puissant qu'il a prévu exactement ce qui allait se passer dans les années 20, 30 et 40. Évidemment, il ne savait pas qui allait venir, mais il avait vu que les conditions dans lesquelles on avait mis l'Allemagne allaient amener très probablement un mouvement revanchard, puisque, notamment parmi les points de Wilson sur les nationalités, ça s'appliquait à tous les pays de l'Europe, sauf justement à l'Allemagne, et donc que les Allemands revendiqueraient les Sudètes en République tchèque, ou bien l'Anschluss avec l'Autriche, ce que Adolf Hitler a fait. Donc Jacques Bainville avait montré l'inconséquence de ces traités, et il tirait la sonnette d'alarme. Mais eh bien, les gens haussaient les épaules en disant oui, il est obsédé par l'Allemagne, qu'est-ce que vous voulez, c'est Jacques Bainville, voilà, il est obsédé, maintenant c'est fini tout ça, les Allemands sont passés à autre chose. Voilà, ces esprits lénifiants. Dans son ouvrage, Jacques Bainville écrit ceci, écoutez bien ce qu'il écrit. Il dit « D'ordinaire en politique, les effets sont aperçus quand ils commencent à se produire, c'est-à-dire quand il est trop tard. » Il poursuit en disant le principe de causalité, c'est-à-dire les relations de cause à effet, qui tourmente à peine les hommes, est encore plus indifférent au peuple. Je fais ici une petite incidente. C'est exactement ce que l'on constate. Ça fait 15 ans que j'ai créé l'UPR, 15 ans que j'explique que l'euro conduit les Français à perdre du niveau de vie année après année, 15 ans que j'explique que notre participation à l'Union européenne est en train de tout détruire, notamment notre tissu industriel, les délocalisations qui découlent de la libre circulation des mouvements de capitaux, les privatisations. Ça fait 15 ans que j'explique ça. Et ça fait 15 ans que des gens haussent les épaules en disant oui, lui, il fait une fixation sur l'Union européenne. C'était comme on reprochait à Bainville d'avoir très peur en 1919 de ce qui allait suivre parce qu'il faisait une fixation sur les Allemands. Ben, c'est Bainville qui avait raison. Bainville conclut
dans le texte que j'ai commencé à lire, il dit « Il est naturel que des démocraties aient conclu une grande paix, celle de 1918-19, sans se soucier des répercussions. » Et il a cette petite image intéressante. Il dit « Dans les contes arabes si peu philosophiques, il y a une fable qui n'exprime pas mal ce fatalisme enfantin. Un voyageur dans le désert jette innocemment autour de lui les noyaux des dattes qui ont composé son repas. Soudain, un génie effrayant se présente à sa vue et lui dit « Dans le temps que tu jetais des noyaux, mon fils passait, il en a reçu un dans l'œil et il en est mort. C'est pourquoi je vais me venger. » C'est un conte arabe un peu tiré des Mille et une nuits. Bainville en tire la conséquence suivante. Pour que les conséquences apparaissent aux nations, il leur faut des catastrophes ou le recul de l'histoire. Elles se résignent à vivre entourées de forces invisibles comme les génies des Mille et une nuits qu'elles blessent sans le savoir et qui exigent des comptes tout à coup. Eh bien, nous sommes dans cette situation. Depuis 15 ans, j'explique les relations de cause à effet entre notre appartenance à l'Union européenne et à l'euro et un très grand nombre de problèmes que nous avons au quotidien. Malheureusement, les Français, ça leur passe un peu au-dessus, ça ne les intéresse pas. On dit que je serais nostalgique, que je voudrais revenir au franc français, etc., que finalement tout ça, ça serait de la bêtise. On se refuse à entrer dans mes raisonnements. Et quand je dis on, c'est pas tout le monde. Parce qu'il se trouve que je connais beaucoup de gens. J'ai d'ailleurs invité ici, à UPR TV, des personnalités diverses, comme Henri Guénaud, comme Marc Toiti, comme d'autres responsables du monde économique ou politique. Et toutes ces personnes, mezza voce, une fois qu'on a fermé les portes, sont les premières à être très inquiètes de l'évolution de la situation. Ils savent les déséquilibres de Target 2. Ils savent que le nouveau gouvernement allemand qui vient d'arriver va très probablement être plus sévère encore et exiger encore plus de sévérité, d'austérité de la part de la France, parce qu'ils ne veulent pas avoir tout cet afflux de créances sur les banques centrales des pays du Sud arriver chez eux, parce qu'ils n'y ont pas intérêt, contrairement à ce que l'on pourrait y penser, puisque ça veut dire que la banque centrale allemande, la Bundesbank, a de plus en plus de créances douteuses sur des banques centrales de pays du Sud qui pourraient un jour tomber en faillite, entraînant un effondrement de tout le système de l'euro et notamment de la Bundesbank. Je vous renvoie à ma conférence sur la tragédie de l'euro. Alors, la conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est que normalement, dans une démocratie, nous devrions parler de ce sujet en numéro 1. Ça devrait être notre appartenance à l'euro, comme notre appartenance à l'Union européenne, puisqu'ils sont à l'origine de 90% des problèmes quotidiens des Français, devraient faire l'objet de débats très importants, fréquents, où l'on présenterait aux Français la thèse et l'antithèse, où l'on me ferait débattre, par exemple, avec quelqu'un comme M. Macron, ou comme Mme Hidalgo, ou comme Mme Pécresse, ou comme Mme Le Pen, ou comme M. Jadot, ou comme M. Zemmour. On serait certainement assez surpris de constater que toutes ces personnes qui viennent se présenter devant vous à l'élection présidentielle sont très peu au courant de la façon dont fonctionne l'euro, de l'existence des banques centrales nationales, du pourquoi elles existent encore et pourquoi elles n'ont pas été supprimées dans la BCE. On serait très surpris de constater qu'en fait, les personnes qui viennent se présenter devant vos suffrages pour l'élection au poste suprême sont en fait complètement incompétents en matière monétaire. C'est-à-dire pour l'essentiel de ce qui gouverne la vie économique du pays. C'est d'ailleurs certainement la raison pour laquelle on ne m'invite pas. C'est la raison pour laquelle les journaux veulent faire croire qu'aucun candidat ne propose la sortie de l'euro.
C'est la raison pour laquelle personne ne m'interroge. Et les quelques micro-entretiens, interviews que j'ai eus là au cours des derniers jours, ou bien mon directeur de campagne Fabien Sema aussi sur CNews, eh bien lorsque j'ai été invité, ou lui aussi, on nous a interrogés sur quoi ? On nous a interrogés sur la situation sanitaire. Je suis d'accord que nous avons notre mot à dire. Je suis d'accord que sur cette position concernant le pass vaccinal, nous nous battons pour les libertés publiques et qu'il est normal qu'on s'exprime. Mais je ne voudrais pas quand même que pendant les semaines et les mois qui vont s'écouler jusqu'à l'élection présidentielle, les médias ne m'interrogent que sur des choses accessoires. De la même façon que l'on va demander à Mme Pécresse, et alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous êtes pour le drapeau bleu aux étoiles d'or sous l'Arc de Triomphe ? Non, elle dit-elle, il faut également avoir le drapeau bleu, blanc, rouge. Ou alors on va interroger M. Jadot, qu'est-ce qu'il pense du foie gras ? Est-ce qu'il faut le retirer des cocktails officiels dans les palais républicains ou est-ce qu'il faut les laisser ? Ou bien on va discuter avec M. Zemmour. Alors est-ce qu'il faut changer les prénoms des immigrés d'origine musulmane ? Pendant qu'on parle de tous ces sujets-là, qu'il y a ce bruit de fond, qui ne nécessite d'ailleurs aucune technicité, parce que sur le foie gras ou l'idée de changer les prénoms, ou encore sur le fait d'avoir un drapeau bleu, blanc, rouge à côté du drapeau bleu aux étoiles d'or, tout le monde peut avoir son avis. C'est vraiment des propos de café du commerce. En revanche, connaître à fond les mécanismes financiers et monétaires qui gouvernent le monde et qui gouvernent la France et les Français, ça, pour dire ça, pour savoir ce qu'il faut en penser, pour expliquer à nos compatriotes, il faut avoir de la connaissance, de l'expérience. Ça ne peut pas s'improviser. Je terminerai donc mon propos ici. Je me plains régulièrement. D'ailleurs, je vais avoir dans quelques jours un entretien au Conseil supérieur de l'audiovisuel auquel je vais me rendre avec des avocats, parce que je tiens quand même à ce que l'on fasse respecter la loi, compte tenu du caractère insensé du verrouillage médiatique qui m'est opposé. Au cours de l'année 2021, d'après les relevés du CSA, j'ai eu droit à 0,0022% du temps de parole, alors qu'aux dernières élections européennes, on avait fait 1,2%. Nous n'avons rien, alors que nous devrions avoir quand même au moins une émission politique sur un grand média tous les 15 jours à 3 semaines. Je vais donc expliquer ça au CSA. C'est pas pour moi que je me bats. Si je me bats, c'est parce que, au-delà de moi, ce qui est atteint, c'est vous. C'est que les grands médias qui servent les intérêts des milliardaires, qui eux ont intérêt à l'Union européenne, ils ont intérêt à la libre circulation des mouvements de capitaux, ils ont intérêt à la monnaie euro, parce que tout ça favorise notamment l'explosion des grandes fortunes, quelques milliardaires qui deviennent hyper riches et qui d'ailleurs permettent par de l'évasion fiscale ou de l'optimisation fiscale de ne plus rien payer comme impôt à la France, ou très peu. Eh bien, tout s'est organisé pour que l'on tienne les Français dans l'ignorance de ce qui se passe. Et je suis le grain de sable dans cet engrenage bien huilé. Je suis d'autant plus un grain de sable que je connais mes dossiers, que je suis du ministère des Finances, comme vous le savez, et donc qu'on ne me la fait pas à l'envers, comme on dit maintenant. Comme on ne peut pas me la faire à l'envers, comme je connais mes dossiers, comme j'essaie de bien les expliquer aux Français, eh bien il se passe un phénomène que m'avait expliqué un journaliste. Il m'avait dit « On ne vous invite pas parce que l'on ne sait pas quoi vous répondre ». Ça fait penser à une citation intéressante de Paul Valéry qui disait « Lorsqu'on ne sait pas démolir un raisonnement, on démolit le raisonneur ». Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, en m'interdisant de facto d'antenne, en ne m'interviewant pas, ça n'est pas Asselineau, finalement, qui est le plus visé. Celui qui est visé, c'est le peuple français. Parce que je suis ce qui ne doit pas arriver, parce qu'il faut absolument que les Français ne comprennent pas ce qui se passe,
parce qu'il faut absolument que les Français aient un lavage de cerveau suffisamment présent et constant pour qu'ils envoient à l'Élysée des gens qui ne sont pas compétents, qui ne sont pas courageux et qui seront là pour servir les intérêts d'une oligarchie. L'affaire est extrêmement grave. Ai-je besoin de le souligner? Puisque je crains que l'élection de 2022 soit peut-être la dernière élection présidentielle digne de ce nom, si encore elle a bien lieu, si encore elle n'est pas truquée à part un scrutin par correspondance ou par informatique. Mais il est à craindre que ce soit peut-être la dernière fois que les Français puissent encore redresser la barre. Et on me permettra de terminer cette vidéo en m'adressant à toutes les consciences morales, à tous les intellectuels, les économistes, des professeurs, des philosophes. Je m'adresse à tous ces gens-là et je leur dis: est-ce que vous trouvez normal que l'élection présidentielle de 2022 soit d'ores et déjà manipulée pour que les plus grands débats, les plus grands choix stratégiques soient cachés aux Français? Pour que le candidat qui leur explique pourquoi il faut sortir de l'Union européenne, pourquoi il faut sortir de l'euro avant que ça n'explose, parce que de toute façon l'euro explosera, pourquoi il faut sortir de l'OTAN avant que ça n'explose ou avant qu'on soit entraîné dans un conflit planétaire pour des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Eh bien, je m'adresse à toutes ces personnalités, et beaucoup d'autres que j'aurais aimé citer, des éditorialistes, des patrons de grands journaux, des patrons de radio, de télé. Je m'adresse à leur conscience en tant que Français. Est-ce que c'est normal que j'ai droit à 0,002% du temps de parole, c'est-à-dire rien, pour expliquer ce qui va décider de l'avenir et peut-être de la fin de l'histoire de France? Vive la République et vive la France. Bon, vous avez compris, Asselineau 2022, c'est parti. C'est le moment de se mobiliser plus que jamais. Pour les parrainages, on en a beaucoup de promesses, il faut en avoir encore plus. Et aussi pour le nerf de la guerre, c'est-à-dire le financement de la campagne. Vous savez que nous avons 0 € d'endettement. Nous comptons rester avec 0 € d'endettement. Donc il vous appartient de participer. On a besoin d'argent, je le dis carrément comme tout le monde. On a besoin d'argent pour financer l'élection présidentielle et pour financer les élections législatives. Voilà, on a mis un compteur. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous savez que vos sommes sont déductibles à 2/3 de l'impôt sur le revenu que vous acquittez si vous en payez un. Merci d'y songer. Il s'agit de la France. À bientôt.